Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro spécial Santé des femmes. Aujourd'hui, on déconstruit un mythe, à savoir est-ce que les femmes doivent forcément moins manger que les hommes. On abordera le syndrome prémenstruel et ses conséquences sur la sphère émotionnelle et l'alimentation doudou qui en découle très souvent, mais aussi l'impact de la ménopause. Enfin, je recevrai Sabrina, kiné et ostéopathe qui vous parlera périnée, sport et grossesse. C'est parti. Vous l'avez sans doute entendu, mais il paraîtrait que les femmes doivent moins manger que les hommes. Coucou la diète culture qui a imposé aux femmes d'être minces en réduisant la consommation de féculents, privilégiant les légumes et en supprimant quasiment tout le gras. Nous l'avons également souvent entendu, cette idée qu'il faut consommer 1800 calories chez les femmes et 2000-2200 calories chez les hommes. Oui, mais pas forcément. Ce sont des moyennes. Et si je prends mon exemple, j'ai personnellement besoin de 2700 calories par jour. Donc j'en suis loin. Le risque de suivre cette recommandation, c'est potentiellement une fonte musculaire de par le manque de protéines, une baisse de libido à cause d'un manque de lipides et de grandes chances de crever la dalle en fin de journée, voire de compulser sur des produits sucrés par manque de glucides. Chez les femmes, on retrouve la même chose avec en plus des chances de tomber en aménorrhée, c'est-à-dire perdre ses cycles. C'est pourquoi il est important d'individualiser la prise en charge et donc de calculer son besoin calorique en se rapprochant au plus près de ses sensations de faim, de satiété, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Dans un premier temps, on calcule le métabolisme de base. C'est l'énergie que l'on dépense strictement au repos, c'est-à-dire que vous êtes allongé à ne rien faire. Pour cela, on utilise des formules, la plus souvent utilisée étant la suivante, et celle-ci s'adapte déjà au sexe. Attention, accrochez-vous et prenez un stylo. Pour l'homme, on part sur 13,707 fois le poids en kilos, plus 492,3 fois la taille en mètres, moins 6,673 fois l'âge en années, plus 77,607 et vous avez le métabolisme de base. Passons à la femme, on part sur 9,740 fois le poids, plus 172,9 fois la taille, moins 4,737 fois l'âge, plus 667,051. Ouais, fallait l'inventer, mais c'est la formule qu'on utilise. On va illustrer avec un vrai exemple. Si je prends un homme et une femme du même âge et de même taille et de même poids, on obtient pour l'homme 1602 calories. Je me suis basé sur 34 ans, 1m72 et 66 kg. Et pour la femme, on obtient 1446. Oui, sur cette base, cette croyance se vérifie. Mais attention, le calcul n'est pas fini. Nous allons multiplier tout cela par un coefficient d'activité comprenant l'activité physique, à proprement parler le sport, et le NEAT, c'est quand vous prenez le chien, quand vous dansez sur du Beyoncé ou que vous lavez les dents le matin debout. Je vous mettrai tous les coefficients juste ici. Imaginons Jean qui est totalement sédentaire et ne fait pas de sport, et Zoé qui va à l'hôpital en vélo chaque jour et qui fait 3 séances de crossfit par semaine. Pour l'homme, on va multiplier son métabolisme de base par 1,3 et on obtient 2082 calories. Pour Zoé, on va multiplier par 1,7 parce qu'elle est beaucoup plus active et là, on obtient 2458. On voit bien que c'est Zoé qui doit manger le plus. Cela dépendant de l'activité physique en plus du sexe et des variables d'âge, de poids et de taille. C'est pourquoi il est important de se détacher de toutes ces normes et de vous autoriser à manger plus. Ça dépend vraiment de votre profil d'activité. Donc ne culpabilisez pas si vous mangez plus que votre conjoint ou qu'un ami, c'est tout à fait normal. Le syndrome prémenstruel est une condition qui affecte de nombreuses femmes dans les jours qui précèdent leur menstruation. Il est caractérisé par une variété de symptômes, dont des changements d'humeur, de l'irritabilité, de la fatigue, des douleurs, de la rétention d'eau et bien plus encore. Ces symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre et sont souvent liés à des fluctuations hormonales, en particulier les oestrogènes. Je vais ici faire un lien avec les oestrogènes et la sérotonine parce que c'est ce qui induit le plus souvent les envies de manger émotionnelles. Les oestrogènes, ce sont des hormones sexuelles féminines qui jouent un rôle clé dans la régulation de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Pendant le cycle menstruel, les niveaux d'oestrogènes fluctuent. Lorsque les oestrogènes sont élevés, ils peuvent favoriser une sensation de bien-être. Donc là, la sérotonine, elle est élevée de façon naturelle, à condition qu'on apporte suffisamment de son précurseur, le tryptophane. Cependant, juste avant les règles, lorsque les niveaux d'oestrogènes chutent brusquement, cela peut aussi contribuer à une chute de la sérotonine et donc les troubles de l'humeur. Le risque de cette chute de sérotonine, c'est l'irritabilité, une chute du moral et très souvent des envies de manger émotionnelles qui se situent vers 16-17 heures et des envies qui sont plutôt tournées vers des produits gras et sucrés, donc la comfort food. Là, l'enjeu au niveau de l'alimentation, ça va être d'apporter tout ce qu'il faut pour permettre cette synthèse de sérotonine. On va également jouer sur la relaxation, comme je disais dans la toute première émission, pour gérer son stress, il est important de faire des pauses, de s'accorder des moments pour soi, surtout pendant cette période, on ne peut pas tout faire constamment. C'est tout à fait normal de devoir se reposer
pendant le cycle prémenstruel et pendant les règles qui peuvent être douloureuses, etc. Personne n'est Wonder Woman. Le fait de bouger est super important également parce qu'il va vous permettre d'être de bonne humeur en sécrétant y compris de la sérotonine mais aussi des endorphines pour se sentir au mieux. Donc n'hésitez pas à aller marcher, on n'est pas obligé de faire des séances de sport de folie, surtout si vous avez des douleurs, mais rien que le fait de marcher un petit peu, prendre l'air, prendre les rayons UV qui vont stimuler la synthèse de vitamine D qui joue un rôle super important dans le moral peut être bénéfique. Pour l'alimentation, j'y reviens, il va y avoir 2-3 petites parades pour booster la sérotonine. Il faut savoir que la sérotonine est synthétisée à 95% dans l'intestin, donc c'est important d'avoir un intestin en pleine forme. Donc on va vraiment faire attention à avoir une alimentation équilibrée, variée, saine, de saison tout au long de l'année, en s'accordant aussi des plaisirs. Je rappelle que la charge mentale de devoir tout le temps cuisiner et d'être rigide, ça augmente le stress et potentiellement une chute de sérotonine. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter tout ce qu'il faut. Dans un premier temps, on va essayer d'apporter des probiotiques dans notre assiette. Ce sont des bactéries qui vont venir recoloniser l'intestin pour pouvoir justement fabriquer cette sérotonine. Et de façon tout à fait naturelle, on va pouvoir les retrouver dans le chou à choucroute, dans le kéfir, le kombucha par exemple, les cornichons ou toute autre sorte de pickles, etc. On n'oubliera pas d'apporter des prébiotiques, donc ça c'est l'alimentation un petit peu de nos bonnes bactéries. L'idée c'est d'apporter des fibres, donc en variant les fruits, les légumes, mais aussi les féculents complets pour apporter pas mal de fibres également, des amidons résistants. On pourra aussi compter sur les légumineuses. Conseil à ne pas oublier, on va aussi jouer sur le petit déjeuner et la collation. Pour avoir une synthèse correcte de sérotonine, on va veiller à avoir des protéines dès le petit-déj. Donc par contre, si vous ne prenez pas de petit-déj, c'est important de faire une collation et de manger suffisamment de protéines pendant les repas. Mais on va vraiment essayer d'avoir un petit-déj protéiné et gras. Donc protéines, ça peut être du skyr, ça peut être sous forme animale du jambon, ça peut être de la viande des grisons. On peut aussi trouver des protéines dans les oléagineux, même s'il y a aussi une quantité non négligeable de gras, mais qui va être utile parce qu'elles sont riches en anti-inflammatoires qui peut lutter contre les douleurs menstruelles par exemple. Et l'idée, ça va être vraiment de trouver un petit déjeuner qui va être riche en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé. Les acides aminés, ce sont les précurseurs des protéines. Imaginez un mur de briques pour voir les protéines. Le mur de briques, c'est la protéine. Et les petites briques, ce sont les acides aminés qui les constituent. L'idée, c'est d'apporter du tryptophane suffisamment. Le tryptophane, vous allez le trouver dans les produits laitiers, dans les oléagineux, les amandes, les noix, les légumineuses, donc pois chiches, etc. Dans la banane et le chocolat. Et à partir de là, on peut vraiment faire un petit déjeuner sucré ou salé. J'aurais tendance à vous orienter vers un petit déj qui est plutôt salé pour éviter justement les pics de glycémie qui peuvent déjà induire des fringales de sucre, sachant qu'on a des risques d'en avoir en fin de journée. Par exemple, vous pouvez partir sur une omelette sucrée, donc des œufs avec de la banane, des fruits rouges qu'on va faire cuire dans de l'huile de coco par exemple. On accompagne ça avec un petit peu de pain complet. Ne jamais supprimer les glucides le matin, il faut une part de glucides pour éviter de compulser sur du sucre plus tard. Et pour la version salée, on peut partir sur par exemple un avocado toast, avocat, côté cheese, pour avoir suffisamment de tryptophane, de protéines, etc. avec de l'avocat et du pain complet. Pour la collation, je vous conseille vraiment d'en faire une pour éviter les grosses sensations de faim le soir qui vous amèneraient à manger de trop grosses quantités, sachant qu'avec l'irritabilité, la baisse de morale, on peut être amené à culpabiliser très vite. Donc n'hésitez pas à faire une petite ou une grosse collation si vous ressentez le besoin l'après-midi. Et là encore, on va avoir un apport de tryptophane qui va être super intéressant. Pourquoi? Parce que ce tryptophane va se transformer en sérotonine. Vers 16-17 heures, on a naturellement chez tout le monde, homme ou femme, une chute de cette sérotonine qui va entraîner une chute de morale. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter un shot de tryptophane pour lutter contre ça. Pour ça, il y a une collation qui est idéale, c'est une banane, du chocolat et des oléagineux. Oléagineux, chocolat pour le magnésium et le tryptophane. La banane qui contient aussi du tryptophane, mais aussi un petit shot de sucre pour permettre la synthèse et l'utilisation de la sérotonine. Sachez que si tous ces aliments ne vous plaisent pas, qu'ils ne font pas partie de votre alimentation, on peut se supplémenter en tryptophane. L'idée, c'est de trouver du tryptophane le plus pur possible. Vous en avez par exemple chez NHCO, chez Solgar également, que j'apprécie beaucoup. Et on va également veiller à apporter suffisamment de magnésium. Pour cela, je vous laisse retourner à l'émission numéro 1 où on parlait de la gestion du stress. Mais vous pouvez aussi vous supplémenter en magnésium 10 jours avant le début du cycle. Si jamais les cycles sont réguliers, ça va vraiment aider à la synthèse de sérotonine et à diminuer le stress et la fatigue mentale. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la gestion du stress et le magnésium dans l'émission numéro 1. Je vous la mets juste ici et en barre d'infos. Comme pour toute situation qui peuvent porter atteinte à votre santé mentale ou physique, n'hésitez pas à consulter un médecin, un psychologue pour en parler. Il y a aussi des soutiens au niveau médicamenteux hormonal, peser le pour et le contre. Mais on peut aussi avoir recours aux antidépresseurs. Là, j'aimerais vraiment faire un petit aparté sur le PMDD, en français le trouble dysphorique prémenstruel, dont souffrent pas mal de femmes. Donc là, on est vraiment sur un SPM puissance 10 000, c'est-à-dire que le moral est vraiment dans les chaussettes, il y a des pensées
etc. Et souvent, ça nécessite le recours à des antidépresseurs de façon cyclique. Donc si vous avez ce genre de symptômes vraiment exacerbés, n'hésitez pas à en parler au médecin. Je rappelle aussi que tous ces conseils, ce n'est pas pour arrêter de manger ses émotions. On a le droit de les manger, vous le ferez toujours. Tout le monde, c'est juste le moyen de les diminuer, mais si vous avez le besoin de manger vos émotions, de manger de la comfort food pendant ce moment sur 2 jours, en fait c'est complètement ok, donc ne culpabilisez pas, c'est tout à fait normal. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à partager vos expériences, votre témoignage, peut-être que vous trouverez de l'aide et ça aidera forcément d'autres personnes qui pourront vous lire. La ménopause est une étape inévitable dans la vie de chaque femme, généralement survenant entre la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine. C'est un moment de transition où les ovaires cessent progressivement de produire des oestrogènes, ce qui va entraîner de nombreux changements. On l'a vu juste avant avec le syndrome prémenstruel notamment. Ces changements, ils ont plusieurs conséquences. Un ralentissement du métabolisme, malheureusement, qui commence chez tout le monde à partir de 30 ans. Je tiens à vous rassurer. Cette dérégulation du métabolisme peut entraîner par exemple une prise de poids ou une difficulté à perdre tout simplement parce que vous brûlez moins de calories au repos. Ça, ce n'est pas une fatalité, vous pouvez y remédier, on en parle juste après. Il y a également une redistribution des graisses parce que les changements hormonaux pendant la ménopause ont tendance à entraîner une recomposition corporelle et on va avoir tendance à avoir des graisses qui s'accumulent au niveau de la ceinture abdominale, donc au niveau du ventre. Attention à traiter cette problématique assez rapidement avec un diététicien par exemple parce que ça peut entraîner un diabète de type 2. Il y a également un risque de perte de masse musculaire qui est tout à fait normal, qui est dû à la ménopause. Le risque, encore une fois, c'est que le métabolisme va ralentir. Il faut savoir que plus on est musclé, plus on dépense de l'énergie au repos. Donc là, encore une fois, ce n'est pas irrémédiable, mais le premier conseil à suivre, c'est de se mettre au sport, malheureusement. Step lightly. This is low impact aerobics. Walking. On va retrouver également des changements dans les habitudes alimentaires. Les fluctuations hormonales, comme on l'a vu avec le SPM, peuvent entraîner les mêmes conséquences, c'est-à-dire une alimentation un peu plus émotionnelle. On va avoir un peu plus de fringales également, et c'est pourquoi c'est important de rééquilibrer son alimentation et de consulter à chaque fois. Également, un changement dans l'appétit. Les hormones ont également une influence sur les hormones de faim et de satiété, donc leptine et gréline, et certaines femmes signalent une augmentation de la faim, tandis que d'autres signalent une perte d'appétit. Encore une fois, ça dépend de chaque personne. Attention également au stress et à la gestion des émotions. La ménopause, c'est une période qui est quand même assez difficile, qui est pleine de changements, et ça peut influer sur l'estime de soi, la confiance en soi. Donc n'hésitez pas à travailler sur ces problématiques-là avec un psy, avec un art thérapeute pour les changements corporels, etc. pour vivre au mieux cette période qui est difficile pour beaucoup de femmes parce qu'on a toutes les dictats de la société sur la prise de poids, sur les cheveux gris, etc. Donc ne restez pas seul et n'hésitez pas à en parler pour être accompagné. Voilà, la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors comme je disais, l'activité physique pour moi c'est une des solutions les plus importantes pour renforcer tout le système musculaire et booster le métabolisme. Donc n'hésitez pas à vous mettre à une activité physique qui va plutôt viser au renforcement musculaire. Ça peut être du pilates, du yoga, ça peut être de l'exercice en salle, il n'y a pas d'âge. On va pas forcément faire beaucoup de cardio. Pourquoi? Parce que le cardio ça dépense de l'énergie sur le moment, mais ça ne muscle pas. On va également viser une régulation de la glycémie avec la nutrition. On va viser une alimentation à faible index glycémique. Je le rappelle ou je vous l'apprends, l'index glycémique c'est le pouvoir qu'a un aliment à faire varier la glycémie. Plus un aliment est transformé ou cuit, plus son impact sur la glycémie va être important. Le risque c'est qu'on va avoir plus de stockage en termes de graisse et possiblement des fringales de sucre parce qu'on va avoir des hypoglycémies réactionnelles qui vont provoquer ces fringales là. Or pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une alimentation équilibrée, donc notre assiette classique, une bonne part de légumes variés de toutes les couleurs pour avoir des antioxydants qui vont être anti-inflammatoires, qui vont apporter des fibres pour réguler le transit, etc. et qui vont aussi diminuer l'impact sur la glycémie de la part de féculents qui est indispensable, et ça je le précise bien, on ne supprime surtout pas les féculents. C'est une erreur que beaucoup de femmes font avec la ménopause, elles pensent qu'il faut beaucoup moins manger, c'est pas que c'est tout le contraire, il faut vraiment occulter aucun aliment. Donc une part de glucides, un quart de l'assiette, encore une fois ça dépend vraiment de chaque personne, de l'activité physique. Donc de préférence des féculents, pâtes, riz, semoule, etc. complet. Si vous accompagnez toujours par des légumes, ça peut être des féculents qui sont blancs, ça ne pose pas de problème, l'index glycémique de l'assiette diminuera de façon globale. On va également apporter des protéines animales
ou végétales, mais ça j'y reviens juste après. L'erreur qui vient aussi le plus souvent, c'est la suppression des matières grasses, parce qu'on l'a souvent entendu dans les vieux magazines et malheureusement encore très souvent aujourd'hui, mais les matières grasses sont indispensables, d'une pour réguler les hormones qui restent, parce que le système hormonal n'est pas figé, il y a encore une activité, mais aussi pour apporter des oméga 3. Donc on va vraiment avoir une portion de matière grasse, donc ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de cameline, de l'huile de lin qui vont être riches en oméga 3. L'huile d'olive va aussi apporter des oméga 9 qui sont antioxydantes et qui vont permettre le ralentissement du vieillissement. On va trouver aussi des oméga 3 dans le jaune d'œuf, dans les poissons gras, sardines, maquereaux, etc. On va pas oublier aussi de consommer alors soit des produits laitiers, c'est pas pro-inflammatoire, etc. Il y a à prendre et à laisser. J'en ferai une vidéo plus tard. Voilà, le calcium est important pour contrer les risques d'ostéoporose et les douleurs articulaires. Donc, le calcium, on va le retrouver dans les produits laitiers, le lait, les yaourts, le fromage et également dans les légumes à feuilles vertes, par exemple le chou, les brocolis et dans les oléagineux qui vous permettront également d'avoir des fibres. Pour fixer le calcium, vous l'avez sans doute entendu, il faut de la vitamine D. Là, ça va être très important. Alors, soit de se supplémenter, ce qui est souvent le cas à partir de 40-50 ans. C'est important de le faire si vous habitez dans le nord de la France, qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais vous pouvez totalement sécréter de la vitamine D aussi en allant vous balader quelques minutes au soleil. Pas forcément besoin de soleil, les UV permettent la synthèse de vitamine D, donc n'hésitez pas à aller marcher, ça peut aussi activer le métabolisme, donc tous les conseils se rejoignent un petit peu. On fera attention au café et à l'alcool qui accentuent très souvent les bouffées de chaleur. Moi, ce que je conseille le plus souvent pour se débarrasser un petit peu de la consommation de café, alors on peut consommer 3 tasses de café par jour, après c'est contre-productif, c'est une source d'anxiété. Mais pour limiter le café, moi ce que je conseille très souvent c'est la chicorée, donc chicorée bio de magasin bio, pas les marques où on ajoute du sucre à l'intérieur. L'intérêt c'est une très bonne source de magnésium, de fibres et des fibres qui sont prébiotiques pour venir nourrir la flore intestinale. Pour tout ce qui est fringale, très souvent c'est une alimentation qui est plutôt émotionnelle, on va dire, donc qui est loin des vraies sensations de faim par besoin d'énergie. Je vais vous laisser retourner voir la partie sur le syndrome prémenstruel où j'aborde tous les conseils sur les petits déjeuners, la collation que vous pouvez réutiliser dans ce cas-là. Je vous ai parlé du café et de l'alcool, mais il est important également de bien s'hydrater avec de l'eau. Le risque étant, avec la ménopause, d'une très forte rétention d'eau. C'est souvent pour ça que les femmes ont du mal à perdre du poids. C'est pas forcément du gras, ça peut être de la rétention d'eau qui est due justement à cette chute des oestrogènes. Donc on va partir sur 1 litre, 1,5 litre minimum d'eau et ça va vraiment augmenter en fonction de l'activité que je vous invite vraiment à augmenter pour lutter et contre la sédentarité. Lutter contre la sédentarité, c'est pas forcément pour le poids, ça va être aussi pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, pour bien dormir et pour gérer le stress qui peut être un peu plus présent dans cette période. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter un médecin pour un éventuel traitement hormonal. Il y a des personnes qui sont très sujettes aux bouffées de chaleur, c'est parfois handicapant, incapacitant, donc n'hésitez pas à aller voir le médecin. Il y a des traitements qui existent, il faut toujours évidemment peser le pour et le contre, mais vous avez également des solutions en micronutrition, donc vous pouvez également demander au médecin ou à l'équipe au final. Sachez qu'il existe aussi des solutions de phytothérapie pour lutter contre les symptômes divers. On a l'acté agrafe noire pour les bouffées de chaleur et l'irritabilité, mais aussi les troubles de l'humeur. On en retrouve dans Ménoconfort de Pilège par exemple. On a également la sauge pour atténuer les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Toujours demander l'avis du pharmacien et du gynécologue, etc. On va également avoir l'ONAG pour réduire la sécheresse des muqueuses, y compris la sécheresse vaginale dont beaucoup de femmes souffrent. Le trèfle rouge pour soulager les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil par la présence de phytoestrogènes qui miment l'action des oestrogènes qui sont en berne. Mais attention, encore une fois, j'insiste de toujours demander l'avis du médecin pour ces produits-là. Avant de parler des troubles liés à la ménopause, on va parler de la grossesse et pour cela, j'ai invité Sabrina, donc Sab Santé sur les réseaux sociaux que vous connaissez sans doute, pour m'aider à parler grossesse, périnée et santé des femmes. C'est parti. Sabrina. Bonjour Jérémy. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Sabrina, je suis kiné et ostéo spécialisée dans la rééducation abdomino-périnéale. Je crée du contenu aussi sur les réseaux sociaux sous le nom Sab Santé. Et l'idée, c'est que chacune des femmes présentes sur Terre connaisse son périnée. Ça serait mon souhait le plus cher. Tu as d'ailleurs écrit un livre sur le sujet.
On mettra le lien. Périnée, oui, trust, parce qu'on peut croire à son périnée. Votre périnée est plus fort que ce que vous croyez. Alors moi, je me rappelle que la première fois qu'on s'est rencontrés, la première question que tu m'as posée, c'est Jérémy, est-ce que tu sais ce que c'est que le périnée et où il se situe? Et en fait, je n'ai pas su. Donc, je t'invite à répondre à la question, le périnée, c'est quoi? Alors, le périnée, c'est quoi? Peut-être qu'en commentaire, déjà, vous pouvez jouer avant que je réponde. Le périnée, c'est une zone du corps, comme la tête, l'épaule, la cuisse. Et c'est le socle de tout votre corps. C'est en bas du caisson abdominal. Vous êtes souvent assis dessus. C'est, on va dire, l'entrejambe, entre les fesses, entre le pubis et le coccyx. Ça a une forme de losange. Et trop souvent, on dit que le périnée, c'est un muscle. Mais que nenni, ce sont des muscles, des fascias, bref. C'est tout un monde à découvrir. Il sert à quoi, du coup? Comme je dis dans le livre, et pour simplifier, c'est pipi, caca, cucu. Voilà. Donc on est clair. La continence, des urines et des selles. La force. En fait, un périnée qui s'engage bien fonctionne avec les abdos et augmente la force. Et la sexualité, une sexualité épanouie, que ça soit sur le ressenti ou sur éviter les douleurs, le périnée est un minimum concerné. Pour le vaginisme, par exemple? Oui, le vaginisme, c'est une contraction réflexe des muscles du périnée. Alors, on est un tout, on n'est pas qu'un périnée dont tête et corps sont liés. Je pense que tu es tout à fait d'accord. On en parle très souvent. Donc, le vaginisme, en fait, il y a un trauma psychologique. Alors, soit ça a été une douleur, soit ça a été une agression sexuelle, soit ça a été quelque chose qui vous a marqué. Donc, il y a un trauma, donc il va falloir travailler avec un psychologue. Mais le kiné est là pour accompagner les femmes, pour prendre conscience de leur périnée, savoir le détendre, vous accompagner sur des automassages pour détendre le périnée, etc. Donc oui, ça fait partie de ce qu'on fait. En parlant d'auto-soins, etc., et si on se rapproche un peu plus de la grossesse, le kiné, la rééducation, comment ça se passe? Le périnée pour la grossesse, qu'est-ce que ça donne? Alors, le périnée pour la grossesse, il est sollicité déjà pendant la grossesse. Le corps change, l'utérus grossit, le bébé prend du poids, le ventre se détend, les abdos se détendant, le périnée subit aussi le poids de l'utérus, du bébé, du liquide amniotique, etc. Donc, il y a déjà des modifications. Ce qui va aussi le plus toucher le périnée pendant la grossesse, finalement, c'est le partum, l'accouchement. Si on a un accouchement voix basse, en fonction de l'accouchement, et tous les accouchements sont différents, il peut y avoir des traumatismes périnéaux. Souvent, on dit qu'on ne peut pas rééduquer le périnée pendant la grossesse, et c'est une subtilité administrative, en fait, parce qu'on assimile rééducation périnéale et sage-femme. Moi, je suis kinésithérapeute, et on est tout à fait à même de rééduquer le périnée quand on est spécialisé en rééducation périnéale, parce que si vous allez voir le kiné qui fait que de l'épaule, il risque d'être un peu démuni. Et en fait, les sages-femmes n'ont pas le droit de rééduquer le périnée des femmes en dehors des suites de la grossesse et de l'accouchement. Donc on a souvent dit « Ah non, on rééduque pas pendant la grossesse ». C'est faux. C'est juste que c'est le kiné qui rééduque. Et en fait, dès que vous avez des symptômes périnéaux, même avant la grossesse, et nous les kinésithérapeutes, on milite vraiment pour des bilans précoces, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une jeune fille sur 3 sportive a des fuites urinaires. Donc des adolescentes ont des fuites urinaires, c'est des problèmes de périnée qu'il faut régler au plus tôt. Donc vraiment, on fait des bilans. On fait des bilans avec des professionnels de santé dès qu'on a des symptômes. Les symptômes, c'est les fuites urinaires, les fuites anales, les gènes sexuels, les douleurs, les pesanteurs. Tout ça, c'est des choses qui rentrent. J'ai bien tout détaillé dans le livre parce que c'est un petit peu long de tout lister. Mais en gros, mon job sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est de sensibiliser pour se dire, tiens, le périnée, c'est tellement tabou qu'en fait, on sait pas ce qui est OK, on sait pas ce qui est pas OK. Et au moins, quand vous dites, là, c'est pas OK, vous allez consulter. Il n'y a pas de limite d'âge, ni chez les plus jeunes, ni chez les plus vieux. Là, tu parlais pendant la grossesse, après la grossesse, est-ce qu'on peut entraîner son périnée pour avoir le moins de soucis possible pendant la grossesse? Bien sûr. Le périnée, il est totalement fusionnel, en amour avec les abdos. Donc, quand on parle périnée, on parle abdos. On peut bosser ses abdos pendant la grossesse. Vous n'allez pas aller faire des crunchs, vous n'allez pas aller faire n'importe quoi, évidemment, mais vous allez pouvoir activer certains muscles, et notamment le transverse. Okay. Le transverse, c'est mon muscle abdominal chouchou. C'est celui qui est tout au fond de la sangle abdominale, et quand il travaille bien, il entraîne le périnée. Donc en fait, on sait que l'activité physique pendant la grossesse, c'est recommandé, vraiment. Donc avoir une activité physique pendant la grossesse, ça va vous permettre d'avoir un accouchement plus fluide, mais aussi un postpartum plus fluide, parce que vous aurez travaillé votre corps, vous serez dans des meilleures conditions. Donc oui, travailler son périnée et travailler ses abdos pendant la grossesse, c'est OK. Alors, on est complètement OK pour l'activité physique. Moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, parfois, c'est des femmes enceintes qui font du crossfit. Mais
tout comme avant en fait. T'en penses quoi de tout ça? Alors, le CrossFit, moi, c'est une activité que j'aime bien, mais je vais temporiser. En fait, il y a 2 mentalités dans le CrossFit. Il y a le CrossFit guerrier en mode no pain, no gain. Alors, moi, pour le coup, c'est ce que je vois sur les réseaux. J'avais vu cette femme enceinte, mais vraiment, voilà, qui se défonçait. Je dis, à tout moment, le bébé est expulsé. Au moment où elle ressort, tu lui bouches le nez, je lui souffle dans la bouche et le gamin, on l'expulse en un rien de temps. Alors, ça dépend de qui on parle. Je vois à peu près de qui tu parles. C'est une athlète qui a été 8 fois championne des Games. Donc, on parle d'une athlète d'extrêmement haut niveau qui performe dans son sport. Et ce qu'on voit sur les réseaux, quand on voit qu'elle lève une barre, alors une barre olympique, c'est-à-dire une barre qui fait 20 kilos, chargée un peu sur les côtés, donc s'il y a 5 et 5, ça fait 30 kilos. Pour elle, lever 30 kilos, c'est léger, c'est un pack d'eau pour vous et encore. Donc c'est ça en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'activité physique pendant la grossesse, ça part du prérequis de qui vous étiez comme femme avant la grossesse. Et évidemment qu'il ne faut pas copier les choses sur les réseaux sociaux. Quand on voit cette athlète de très très haut niveau lever des barres avec une facilité, elle connaît son sport, elle connaît tout. Maintenant, j'ai des patientes qui font du CrossFit dans des box où le CrossFit garde son côté principal d'adaptabilité, parce que ça y est, dans le CrossFit, de sport santé, avec des coachs compétents qui vont vous donner des exercices qui vont évoluer en fonction de l'évolution de votre corps et c'est tout à fait ok. Par contre, ma phrase fétiche, c'est un peu, on n'est plus dans du no pain, no gain, on fait plus du muscle pendant la grossesse, on fait un bébé. Donc en fait, on va pas aller chercher des performances, on n'est plus vraiment dans le sport, c'est pour ça que j'ai utilisé activité physique. On est dans l'entretien du corps. Si le CrossFit, c'est votre activité de référence, que ça vous fait plaisir parce qu'il y a un côté aussi social dans le CrossFit important, continuez, faites-vous accompagner par des professionnels de santé et des coachs compétents, mais n'allez pas copier les meilleurs mondiaux en levant des barres de 50 kilos si vous avez jamais fait ça. Je reviens un petit peu sur les fuites urinaires. Alors j'ai vu des pubs, des vidéos sur les réseaux sociaux où ça paraît normal. Il faut juste acheter des protections. Je ris, j'éternue, j'ai des fuites urinaires. Oups. Moi-même, je suis pas forcément ok avec le truc, mais je suis pas le spécialiste. T'en penses quoi? Alors, les protections, en fait, ça va être utile à un temps donné, en postpartum évidemment, puisque en plus il y a les louchis, donc il y a les pertes de sang. En fonction de l'état de la personne, elle ne pourra pas forcément entreprendre une rééducation périnéale à l'instant T. Il y a des troubles neuro, il y a des pathologies importantes. Donc ça, on est vraiment dans la pathologie. Moi, ce que je déplore, c'est que vraiment les marques qui vendent ces couches, ces protections, vous disent que c'est ok, c'est pas grave, on met une couche et on passe à autre chose. Et là, ça me gêne, parce que quand on a le budget de certaines de ces marques qui sont des multinationales, qu'on se veut garant de la santé des femmes, mais qu'on ne met pas ce budget à vraiment rendre les femmes autonomes, ça me dérange profondément. Donc c'est une aide qui peut servir à un instant T, mais ça ne remplace pas la rééducation périnéale. La rééducation périnéale, je sais que pour beaucoup, vous en avez déjà fait, vous avez encore des fuites urinaires, je le sais, c'est probablement parce qu'il n'y a pas eu de rééducation abdominale, mais une fuite, c'est banal, mais c'est jamais normal. Donc les couches, c'est pas ok pour traiter la fuite urinaire. Tu parlais de rééducation post-grossesse, que c'était pas possible de le faire tout de suite. Idéalement, dans la moyenne, quand est-ce qu'on doit consulter? C'est toujours complexe, la moyenne. S'il n'y a pas de problème particulier, on peut attendre souvent le rendez-vous postnatal. Les problèmes, ça serait quoi? Les problèmes, ça serait quoi? Alors, en postpartum, on va avoir les fuites urinaires et les fuites anales. Ça, on va continuer. Les fuites anales, c'est un peu complexe parce que souvent, les femmes sont constipées. Ça leur va bien, comme ça, elles évitent d'avoir des fuites anales. Mais s'il y a des défects du sphincter anal, donc ça veut dire en gros, si vos muscles anneaux sont touchés, c'est là où il faut consulter le plus tôt. En rééducation, oui, mais on va pas forcément pouvoir faire grand-chose. Des fois, il faut repasser au bloc et il faut refaire de la chirurgie. Et c'est là où c'est hyper important de l'entendre. La chirurgie, elle doit être précoce parce qu'après, le muscle, il se rétracte et c'est difficile d'aller le réparer. Donc ça, c'est la première urgence. Après, il y a les infections des plaies. Là, c'est pas nous kinésithérapeutes, c'est les médecins et c'est les sages-femmes. Donc ça, c'est des urgences du postpartum, les 15 premiers jours, 3 premières semaines. Vous avez des obstétriciens, vous avez des sages-femmes, elles sont là pour ça. Donc, c'est jamais normal d'avoir mal. On a appris aux femmes qu'on avait les règles et qu'on avait mal, qu'on enfanterait dans la douleur, que voilà. On sait que les femmes supportent extrêmement bien la douleur comparée aux hommes et qu'elles se plaignent moins. Et qu'en postpartum, elles sont focus sur leur bébé. Donc vraiment, écoutez-vous.
Vous sentez les choses, quand il y a quelque chose qui ne va pas, appelez au secours. Votre médecin généraliste, c'est le médecin de proximité pour dire que ça ne va pas. Donc ça, c'est la première partie. C'est pas vraiment la rééducation, mais c'est des consultations importantes. La rééducation, classiquement, elle va rentrer en place au bout de 6 semaines, quand il y a eu les consultations postnatales, que l'utérus a fini son involution, donc qu'il est revenu à sa taille normale, qu'il n'y a plus le lochi, qu'on a repris un peu des forces, etc. On peut commencer à 3 mois, on peut commencer à 6 mois, à 6 ans, à 20 ans. En fait, il n'y a pas de limite pour faire de la rééducation abdomino-périnéale. Et vraiment, ce qui serait le mieux, c'est d'avoir juste une conscience périnéale en amont, avant la grossesse ou pendant la grossesse, parce que comme ça, vous savez en postpartum où est votre périnée, quelle est la normalité du périnée et des abdos. Vous commencez à intégrer un petit peu de respiration, un petit peu d'auto-agrandissement, des exercices tout légers en autonomie à la maison, et ça serait le combo parfait. Du coup, on en revient toujours à apprendre à écouter son corps et à le ressentir. Oui. Merci Sabrina pour ton intervention. J'espère que le sujet vous a plu. Vous pouvez retrouver son livre In Pyrénées We Trust partout sur internet, en librairie. Merci. Merci Jérémy. Avant de vous quitter, petit exercice. On a des études qui montrent que la charge mentale est beaucoup plus élevée chez les femmes, tout simplement parce que elles doivent gérer travail, carrière, famille, etc. Tout ça à cause de quelques clichés encore liés au patriarcat, malheureusement. Bien souvent dans mes consultations, je vois que tout est lié et que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Je vais vous donner un exercice pour essayer de trier toutes les tâches que vous devez faire et toutes les tâches que vous faites parfois inutilement et que vous vous imposez et qui vous empêchent de prendre du temps pour vous. Cet exercice, c'est la matrice d'Eisenhower. Je vous la partage juste là. L'idée dans un premier temps, ça va être de faire la liste de tout ce que vous faites de façon régulière toute la semaine. Vous pouvez le faire au niveau du travail, de la famille, de la maison, des tâches ménagères, etc. Attention de ne pas rentrer dans le cliché, je suis désolé. L'idée, déjà pour avoir un petit choc, ça va être de surligner les choses que vous faites uniquement pour vous. Nettoyer la maison salie par les enfants, c'est pas pour vous, c'est pour la famille. Donc là, j'insiste, surlignez vraiment ce qui est uniquement pour vous. Souvent, il reste pas grand-chose. Une fois que vous avez fait cette liste, vous allez essayer de classer toutes les tâches dans le tableau qui apparaît juste là. Première case, des tâches urgentes et importantes, ce sont des choses que vous pouvez pas reporter. Aller chercher les enfants à l'école, par exemple, quand c'est votre tour, on peut pas y échapper. On a les tâches qui sont urgentes mais pas importante. Là, on va plutôt déléguer. Par exemple, on va demander à son conjoint d'aller poster un courrier à notre place. On va ensuite avoir les tâches importantes mais pas urgentes, potentiellement un rendez-vous à planifier pour la famille. Et enfin, les tâches qui sont ni importantes ni urgentes, comme repasser les chaussettes, par exemple. Là, très souvent, il y a cette pression à être une super maman, à tout faire, faire tous ses plats maison, à tout repasser. Et là, c'est du temps inutile et qui est gâché pour vous. Votre objectif, ça va être de trier toutes ces tâches et toutes les tâches ni importantes ni urgentes, vous les supprimez et vous faites quelque chose à la place. Je compte sur vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire les tâches que vous aurez fait pour vous et les tâches que vous aurez supprimées, ça peut donner des idées à tout le monde. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine émission.